Steve Nadjar. Franz-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes journaliste et éditorialiste, notamment au Point, écrivain, et vous publiez chez Gallimard le 3e tome de votre histoire intime de la Ve République. Après Le Sursaut et La Belle Époque, lauréat du prix 2023 du livre politique, place maintenant à Tragédie française de François Mitterrand à Emmanuel Macron. Vous y décrivez, en mêlant anecdotes, portraits et commentaires savoureux, 40 années de déclin, de petites concessions et de grands reculs. Franz-Olivier Gisbert, quelle fut, selon vous, de toutes les décisions prises, celle qui fut la plus grave pour l'avenir de la France? Je dirais pas une décision, parce que ce qui caractérise ces époques, c'est plutôt l'absence de volonté politique. C'est-à-dire, on a une classe politique qui est d'ailleurs de bon niveau, mais qui laisse filer. Qui laisse tout, oui, laisse le chien, c'est la politique du chien crevé au fil de l'eau, comme disait De Gaulle. C'est un peu ça. Et alors, oui, il y a un ensemble de mesures, je dirais, c'est le projet socialiste de François Mitterrand en 1981. Vous savez, c'est un projet qui était très, très à gauche sur le plan économique, qui était l'idée débile on va relancer l'économie en dépensant plus. C'est du Keynes pour les nuls, enfin, pour les tarés plutôt. Et parce que Keynes, bon, il vous a expliqué que, voilà, on a développé très bien les grandes économies après-guerre en mettant beaucoup d'argent, mais c'est pas tout à fait la même chose. D'abord, il y a investissement productif et investissement non productif. Si c'est de l'argent qu'on distribue, c'était le cas, bon, ça a été une catastrophe. Je dirais, c'est vraiment ça. Moi, après, évidemment, je vais pas dire c'est juste les politiques, hein, parce que c'est aussi les médias, c'est aussi le peuple français. Tout le monde s'y est mis. Et c'est vrai que l'objectif de cette série, parce que c'est 3 tomes, hein, Le Sursaut de Gaulle qui remonte tout, qui redresse la France, qui était par terre en 1958 quand il arrive au pouvoir, 15% d'inflation, des déficits partout, puis la guerre d'Algérie, enfin la menace de guerre civile sur la France. Après, De Gaulle, c'est Pompidou et Giscard, disons qu'ils continuent un peu, tant bien que mal. Bon, hélas, il y a 2 chocs pétroliers qui sont effrayants, qui tombent sur la France et sur l'Occident. Ça, c'est la 2e période, c'est le 2e acte et c'est le 2e tome. Et puis le 3e tome, c'est effectivement, je dirais pas la chute finale, parce que la France va rebondir à un moment donné, j'en suis profondément convaincu, mais c'est quand même le toboggan, quoi. On est sur un toboggan, et puis comme sur les toboggans, vous savez, ça va de plus en plus vite. Et je pense que, on peut dire d'ailleurs, il y a une ligne directrice de Mitterrand à Macron. Alors une débâcle générale qui, partant des politiques, est également le fait de toutes les élites de la société, notamment, vous lisiez, des intellectuels et des médias de gauche, tout du moins de ce que vous qualifiez de gauche morale. Qu'est-ce qu'on n'a pas voulu dire, qu'est-ce qu'on n'a pas voulu voir, notamment dans ces années 80 ? Ouais, beaucoup de choses. Il y avait d'abord l'idée qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour relancer l'économie. Il y a une idée aussi très sotte qui fonctionnait bien. Vous avez dû voir ça dans les livres, mais c'est on va embaucher des fonctionnaires pour réduire le chômage. Bon, en fait, bon. Après, il y a une deuxième idée débile, d'ailleurs, au début des années 2000. On va travailler moins pour créer de l'emploi. C'est formidable, parce que aujourd'hui, il y a Sandrine Rousseau, grande intellectuelle, comme chacun sait, qui nous dit c'est bien de pas travailler, c'est mieux pour la planète. En gros, c'est ça. Donc, c'est écologique de pas travailler. Et puis, il y a à l'époque, c'était c'est bien de pas travailler, c'est citoyen, puisqu'on crée des emplois, hein, puisque c'était l'idée absolument stupide qui était développée à l'époque par le gouvernement de Lionel Jospin et notamment sa ministre du travail, j'aurais mettre des guillemets d'ailleurs, j'aurais mettre du non-travail, Martine Aubry. Vous reconnaissez avoir tardé vous-même sur une autre question, sans doute par optimisme, insistez-vous, à mesurer de la gravité des atteintes à la laïcité, à la poussée de l'islamisation et au développement de l'antisémitisme, notamment très bien décrit à l'époque par Georges Bensoussan, on est dans les années 2000 cette fois, et par Jean-Pierre Aubin. Qu'est-ce qui vous a conduit à en prendre conscience et à écrire ensuite avec beaucoup de gravité, souvent dans les colonnes du Point ? Je dirais que moi, il y a 2 événements qu'on comptait dans ma vie, qui m'ont peut-être ouvert les yeux. Je les avais quand même entrouverts avant, hein, mais puis j'étais pas dans l'attitude débile d'une grande partie des médias, il faut bien dire, à commencer par Le Monde. Il faut pas stigmatiser. Donc, vous vous souvenez, Le Monde avait fait une grande enquête sur l'antisémitisme. Vous cherchiez, vous regardiez, il n'y avait pas un mot sur l'antisémitisme islamiste, d'origine islamique. Et ça, c'est quand même, aujourd'hui, c'est le moteur principal de l'antisémitisme. Ils en étaient toujours, ça vient de l'extrême droite, enfin bon. Et si vous voulez, c'est vrai que le pogrom de Sarcelles dont je parle, il n'y a pas une mort, parce qu'il y avait le téléphone arabe, si je peux me permettre ce jeu de mots, entre juifs.
qui faisait comme il y avait ça avait été un peu chaud du côté de Barbès, tout le monde s'était téléphoné et il n'était pas sorti à Sarcelles, d'autant plus qu'il y avait des affiches partout. Ce dimanche, on va brûler la synagogue. Donc c'est un pogrom qui a eu lieu, mais il n'y a pas eu de mort, mais on a fracassé la pharmacie, l'épicerie juive, enfin tout, on a cassé beaucoup. Quand vous regardez les photos de l'époque, il y avait vraiment des scènes de guerre, puis surtout les opposants, qui étaient des islamistes pour la plupart, ont essayé de brûler la synagogue, effectivement, qui était protégée par des étudiants. Bon, qui, d'après un journal du soir, que vous reconnaîtrez, remettait d'une certaine façon de l'huile sur le feu, parce qu'évidemment, il fallait les accueillir. Les Juifs étaient partiellement responsables, finalement, l'antisémitisme qui les touchait. C'est toujours un peu la même histoire. Et si vous voulez, là, c'est vrai que ça a été un choc pour moi, je me souviens, à l'époque. Ça a été assez peu traité par la presse, mais quand même, les journaux sérieux en parlaient. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu l'histoire de Charlie qui m'a beaucoup impressionné. Et le côté, c'est pas grave. Alors, c'était pas l'antisémitisme, vous me diriez, au départ, mais quand même, ça procédait d'un mouvement général. Tout ça n'est pas grave. Et puis, de toute façon, ce sont des islamistes en colère, ils ont raison. Et si vous voulez, là, c'est vrai que les yeux se sont ouverts. Moi, je pensais que la République était soluble. C'est le contraire. Que l'islam était soluble dans la République, parce que la République était très forte et elle avait beaucoup d'attraits. Et en fait, il s'avère que c'est pas si simple que ça. Et là, c'est vrai que j'ai commencé à ouvrir les yeux. Puis alors, il y a un point important, parce que vous parliez des livres de Georges Bensoussan, qui c'était formidable. Territoire perdu de la République. À l'époque, j'étais patron du Point, on a traité tout ça très bien. Aubin aussi, le rapport Aubin et Jean-Pierre Aubin, on a traité ça aussi de la même façon. En revanche, ça, c'est avant. Il y a eu un livre absolument prophétique que j'ai pas lu sur le moment. J'ai mis du temps à le lire et puis je l'ai relu récemment. Alors bon, c'est un peu fouillis, etc. Mais c'est prophétique, c'est juste dingue. Quand on pense, il a écrit ça dans les années 90. Vous voyez ce qui va mal en France aujourd'hui, si la France n'attire plus, c'est parce qu'on sait très bien, elle a été un peu cassée, détruite. Alors on dit, c'est beaucoup par l'école, l'histoire, le fait c'est vrai que l'histoire est en train de disparaître peu à peu du paysage, parce que la France aurait été un pays effrayant, avec la colonisation, l'esclavagisme, etc. Bon. Mais Paul Lyonnais, qui a écrit Voyage au cœur, au centre du malaise français, lui a une thèse, et déjà c'est à la fin des années 90, on a vu que c'est ça qui a détruit une grande partie, une certaine idée de la France, est-ce qu'on peut dire notre patriotisme, c'est l'immigrationnisme. Il définit cette idéologie-là comme ça, c'est-à-dire l'immigrationnisme. C'est-à-dire, si vous êtes pour le contrôle de l'immigration, vous êtes raciste. Hein, c'est pas uniquement de dire, c'est pas de dire vous êtes contre l'immigration, non. Vous êtes raciste, vous êtes d'extrême droite. Pour le contrôle de l'immigration, vous êtes raciste. Parce que, du coup, la France devient un obstacle. Vous voyez, la République devient des obstacles au droit à la différence, qui est absolument fondamental. C'est-à-dire, si vous allez au fond de l'idéologie immigrationniste, à la fin, il n'y a plus de France, ça ne sert plus à rien. C'est une espèce de truc de halle de gare où tout le monde peut venir partout pour exister et pour exalter son droit à la différence. Et ça a pour conséquence l'abandon par la gauche, vous le citiez au début du livre, des classes populaires qui sont confrontées à certaines conséquences de cette idéologie immigrationniste. C'est-à-dire, quand on fréquente les classes populaires, moi, ça a pu m'arriver dans mon enfance, notamment dans ma ville d'Elbeuf, il y avait un patriotisme de ces classes populaires. D'ailleurs, le Parti communiste en jouait très bien. C'est lui qui tenait les classes populaires à l'époque. Aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Mais là, c'est vrai que la gauche bobo, qui est la gauche, qui a commencé d'ailleurs à s'installer vraiment au moment des années Jospin, cette gauche-là n'en a rien à foutre. D'ailleurs, aujourd'hui, les classes populaires, regardez l'électorat, regardez les socialistes à Paris, ce sont des bobos. Des bobos, des gosses de riches, des fils de riches, ou quand ils sont pas socialistes, ils sont mélenchonistes, ou alors ils sont escrologistes. Je les appelle escrologistes parce que l'écologie, j'aime beaucoup l'écologie, et ils en ont rien à foutre de l'écologie. Prenez les discours de Tondelier, de Rousseau, tout ça, vous voyez bien que l'écologie, c'est le cadet de leurs soucis. Ce sont des gauchistes traditionnels et classiques, et en fait, ce sont des imposteurs intellectuellement, puisque ça les intéresse pas, l'écologie. C'est un moyen qu'ils utilisent pour essayer de détruire la société, de créer des fractures, comme on l'a vu à Sainte-Soline, qui est quand même une honte totale quand on pense que les soulèvements de la Terre n'ont pas été
n'ont pas été interdits, c'est dissous, hein, parce que il y a eu cette tentative et que le Conseil d'État a refusé. On se dit vraiment ça va très très mal dans notre pays. Vous parliez d'antisémitisme tout à l'heure. Dans quelle mesure les massacres du 7 octobre en Israël ont, selon vous, contribué à nourrir cet antisémitisme-là? Quel regard vous portez sur ces événements et sur ce regain d'antisémitisme et sur les commentaires, notamment de la France Insoumise, en particulier de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'on a passé un cap? Oui, on a passé un cap. Alors c'est vrai, moi par exemple, si je pense à ce que j'ai écrit, tout ça est dans la continuité, c'est-à-dire que il y a des barrières qui sont levées les unes après les autres, on le voit très bien. Le pogrom par exemple de Sarcelles, c'est un événement fondamental. On est passé à côté. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans quand même, 2014, tout était là. Hein. Tout était là. C'était, voilà, et il y en aura peut-être d'autres. Et une grande partie des médias trouvaient ça normal. Il fallait surtout pas en parler trop parce que ça risquait de stigmatiser. Regardez la première une du Monde le lendemain, ils font comme si c'était quelque chose qui était totalement lié au conflit. C'était les répercussions françaises du conflit entre Israël et Gaza. Et à ce moment-là, on va pas casser des épiceries juives ou des vitrines de pharmacie, ou voilà, on va pas saccager des commerces juifs, parce que c'est comme ça que ça s'est passé après d'ailleurs l'avoir fait à Barbès. Vous n'aimez pas cette idée d'importation du conflit israélo-palestinien? Non, mais ça existe, évidemment. L'importation, je sais pas ce que je nie pas ça, mais si vous voulez, ce qu'a révélé le 7 octobre, en fait, c'est la réalité, la violence de l'antisémitisme. Moi, alors je croyais pas que c'était à ce point, quoi. C'est-à-dire ces grandes manifestations qu'on a vues, marche de la haine, d'ailleurs, elle est partie parce que le Premier ministre britannique trouvait qu'elle était allée trop loin quand elle avait parlé des marches de la haine, sa ministre de l'Intérieur. Ce qui se passe aux États-Unis, où les Juifs sont attaqués, on n'en est pas encore là. En notamment France, dans les grandes universités. Graffitis, voilà, qui sont attaqués physiquement. Enfin, c'est quand même. Et donc là, on voit maintenant, j'aimais bien l'expression d'antisémitisme d'atmosphère, mais là, on est passé à un antisémitisme à ciel ouvert. Et ça, c'est vraiment un phénomène à analyser. C'est-à-dire que toute cette gauche-là, la gauche crypto-insoumise, enfin, que peut incarner le Monde, notamment le journal Le Monde, eh ben, ils sont trompés sur vraiment toutes les grandes largeurs. Et là, j'aimerais de temps en temps entendre quelques mea culpa. Moi, j'en fais aussi en ce qui me concerne, mais j'attends toujours leur mea culpa parce que, je veux dire, ils ont préparé le terrain. Et s'ils ne font pas de mea culpa, ça veut dire que ça va continuer. Ils vont continuer. Je pense que, moi, ce que je souhaite, c'est à un moment donné une rupture entre cette gauche-là et, disons, ce courant antisémite. Alors, est-ce qu'il est de gauche ou pas, je ne sais pas, mais qui est quand même très puissant aujourd'hui dans la jeunesse française. Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert, d'avoir été avec nous pour nous présenter le 3e tome de votre histoire intime de la 5e République, a pour titre cette fois Tragédie française. C'est publié aux éditions Gallimard. Très bon après-midi à vous. J'aurais pu le résumer comme ça, c'est comment on en est arrivé là. Parce que c'est ça, au fond, que j'ai essayé de chercher en écrivant Même si vous gardez, je crois, une certaine forme d'optimisme pour la suite. Oui, parce que je pense qu'il faut se battre, c'est tout. Il faut se battre. Puis, franchement, en face, ils sont complètement tarés, donc il n'y a pas de raison qu'on perde. Merci à vous, bon après-midi.